Bien, bonjour à vous toutes. Bonsoir plutôt. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir à vous tous. Amis et membres de la loge Robert Gamzon, Mnébrite Robert Gamzon de Jérusalem. Et nous sommes tous très, très contents de vous voir et d'être venus si nombreux pour écouter notre conférencier, le docteur David Harari. Une petite généralité. Les fêtes de Tishri ont permis de nous retrouver tous en famille, avec des amis, mais la joie n'est jamais complète, comme dans notre tradition. Après le décès de notre amie Sylvie Stoleru et notre soutien à Yves, son mari, ancien président de notre loge, un nouveau deuil a frappé la loge Robert Gamzon. Céline Spira nous a quittés le deuxième jour de Soukhot. Cela a été un choc, bien entendu, pour la famille, et cela a été un choc pour tous ses amis. Valérie, Robert et David Spira sont connus pour leur engagement et en particulier pour leur attachement aux fils et filles de déportés juifs de France. Céline Spira était une ardente sioniste. À Paris, elle faisait partie de la commission ADL du Mnébrite, ADL à l'époque Anti-Defamation League, qui était attachée au Mnébrite. Elle a toujours été une fervente militante, une fervente sioniste. Elle était modeste, trop modeste, pleine de qualité. Elle ne se mettait jamais à l'avant et elle faisait un travail extraordinaire. Et en particulier, c'est elle qui a innové avec Valérie Spira, sa fille, les vide-greniers de la loge Robert Gamzon. Et en sa mémoire, nous allons programmer un vide-grenier qui s'appellera le vide-grenier de Céline. Et comme toutes les années, nous le faisions auparavant au mois de mai, donc nous allons essayer de le faire au mois de mai, en essayant aussi d'avoir de bonnes volontés, parce que les bonnes volontés dans le temps, eh bien, où elles sont parties, où elles ont pris de l'âge, donc il nous faut rajeunir un petit peu tout le monde. Nous sommes de tout cœur avec les familles endeuillées et nous les assurons de notre soutien et de notre peine. Nous pensons aussi très fort à Léa Sandler-Marcoux, qui nous a quittés, et dont le procès du tueur de sa famille est en train d'avoir lieu actuellement, enfin. Je ne vous présenterai pas notre illustre invité, je laisse le soin au responsable de la commission culture, Claude Salama. Le titre de la conférence de notre invité, Les drones, Israël, leader mondial, une percée fulgurante de l'innovation israélienne. Et cette conférence nous fera connaître un monde plein de questionnements. La loge Robert Gamzon organise cette soirée en partenariat avec le mouvement culturel francophone, dont le responsable est Claude Salama. Je voudrais très vite remercier nos amis. Je remercie David Serzman pour tout le travail de technicité qu'il fait toujours. Je remercie Suzanne Jama, qui est toute petite dans le fond et qui n'entend pas ce que je dis. Suzanne. Donc je remercie Suzanne Jama et toute son équipe pour la préparation des buffets. Et sans oublier notre vice-président, Jean-Claude Aîné, qui est quelque part dans les parages, qui ne ménage pas sa peine pour vraiment faire que la loge marche très bien. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je passe tout de suite la parole à Claude Salama pour présenter notre invité. Merci. Merci Jacqueline. Le son est bon, David? Merci, chère Jacqueline. Oui, c'est vrai que ce soir, nous avons la chance d'avoir quelqu'un d'éminent. Je ne voudrais pas le faire rougir. Peut-être qu'il ne sait plus rougir, mais quelqu'un d'éminent qui a des choses essentielles à dire
Et sans exagération et sans exagérer, je crois que dans ce petit pays où nous sommes, j'ai calculé une fois, je me suis aperçu qu'Israël, tout compris avec Negev, etc., était aussi grand que la plus petite province française, à savoir la Lorraine, avec 1000 km² de différence. Entre la Lorraine et la Picardie. Voilà. Et donc, ce petit pays qui est innovateur, qui avance dans tous les domaines, chaque jour nous apprenons une découverte scientifique, médicale, une découverte, une avancée. Et c'est quelque chose de fulgurant, et c'est quelque chose de profondément passionnant pour n'importe quel être humain que de voir que 6 millions de juifs en Israël, ce qu'ils sont capables de faire après la disparition d'autres 6 millions de juifs ailleurs. Alors nous recevons ce soir quelqu'un que nous avons espéré, qui a accepté avec beaucoup de bonne grâce de venir, et donc qui est David Harari. David Harari a fait des études d'ingénieur à Paris, ensuite un doctorat de physique, et il a, comme beaucoup d'autres ici, émigré en Israël en 1970 avec sa femme Claudie et ses 2 filles. Il a eu ensuite une naissance d'une 3e fille en Israël. Il le dit et je le souligne, parce que il a vécu donc entouré de 4 femmes, sa femme et 3 filles, et pourtant il n'a pas l'air ni marqué, ni usé, ni... Bon. J'ai été marqué par le bonheur. Voilà. Alors, au cours de sa carrière professionnelle, il est entré aux industries aéronautiques et spatiales d'Israël, et il a été amené, je ne sais pas comment, il me le dira un jour, à monter tout en haut, jusqu'à diriger pendant plus de 16 ans le développement des systèmes d'avions sans pilote en Israël. Parce qu'il faut savoir que nous sommes là pour parler des drones, mais que David Harari, le père des drones, n'emploie pas trop le mot drone. Alors c'est plutôt système d'avions sans pilote israélien. Alors en 1993, il est nommé à la direction générale des industries aéronautiques d'Israël. Il est responsable du développement industriel de cette société et il pose les bases des coopérations industrielles avec des grands groupes européens. En 1997, il devient responsable de la recherche et développement des industries aéronautiques d'Israël, cette énorme société qui est peut-être la plus importante maintenant en Israël. Il a œuvré à la participation active de l'État d'Israël au programme de recherche et développement européen. Je remarque, David, en lisant votre CV, que vous avez d'une part développé Israël d'une manière, c'est le terme que nous avons employé, fulgurante, mais vous avez tenu à rester en contact avec la France, avec l'Europe, avec la recherche française, avec la recherche européenne, et vos connexions ont fait que vous avez rendu à Israël des services en faisant des partenariats avec des très grandes sociétés européennes et françaises. Et ça, c'est merveilleux. Sur l'initiative de David, donc, et sa conviction de l'intérêt à développer des relations spatiales, comme je le disais, avec l'Europe et la France, Israël s'est lancé dans le programme Galileo avec le CNES français, d'où est venu récemment le satellite franco-israélien Vénus. Encore une très grande réussite franco-israélienne ou israélo-française. De 2003 à 2009, il dirige en Europe les activités des industries aérospatiales israéliennes et il devient le président de la filiale européenne en Europe. Alors au cours de cette période, se sont développées encore des relations industrielles avec Dassault, avec EADS dans le domaine des drones, avec Airbus dans le domaine des avions civils, avec Intertechnique dans le domaine des ravitailleurs en vol, et Dieu sait si on en a besoin actuellement. Tout ça. Comment ? Vous avez tout ça. Mais bon, Et c'est élargi, là, je sais tout, presque. La participation des sociétés françaises s'est élargie jusqu'au des partenariats avec Gulfstream et le groupe Zodiac. Bon, en tout cas, ces activités professionnelles l'ont amené à se consacrer, donc depuis plus de 20 ans, à ces relations franco-israéliennes, comme en coopération étroite avec son épouse Claudie.
Son épouse Claudie, j'ai l'impression que c'est son épouse, c'est aussi son mentor, c'est aussi son inséparable, c'est aussi sa muse. Et je la salue. Claudie, je dirais simplement que nous avons intérêt tous à nous exprimer correctement dans un français châtié, parce qu'elle était inspecteur d'enseignement du français en Israël pendant de très très longues années. Donc nous avons intérêt à soigner notre élocution et nos terminologies. Alors, je continue en disant que depuis 1993, David Harari est membre actif de la Chambre de commerce d'industrie Israël-France, de la Chambre de commerce France-Israël. Il est conseiller du commerce extérieur auprès du gouvernement français. Il est coprésident israélien du Haut Conseil Israël-France pour la science et la technologie. Il est président du conseil d'administration de la société israélienne Tactical Robotics. Il a été cité en 1998 par le grand magazine Industrie et Technique comme un des scientifiques à avoir influencé le monde technologique depuis plusieurs décennies. Et en 2015, il a été cité par le magazine Challenge comme une des 100 personnalités à avoir changé le monde. Vous attendiez à Israël, le monde. David Harari est chevalier de l'Ordre du Mérite et de la Légion d'honneur. Il est lauréat du prix de la défense israélienne, du prix israélien du marketing. Il est lauréat du prix américain Pioneer pour sa contribution au développement des systèmes d'avions sans pilote. En 2011, l'État d'Israël a décidé de lui remettre le Grand Prix d'Israël dans le secteur de l'ingénierie en reconnaissant son implication dans le développement du secteur industriel des systèmes des avions sans pilote en Israël. Je voulais juste ajouter une chose. Je me souviens, quand j'étais à Paris, quand le Lavi est parti, on était tous très heureux en disant « ça y est, Israël va créer un avion merveilleux qui va... » etc. Et après, ça s'est arrêté, il y avait une déception. Alors, il y a toujours deux manières de prendre les choses. Soit en disant « on a perdu », soit en disant « bien non, on n'a pas perdu, on va créer mieux ». Et c'était ma conviction à l'époque qu'Israël avait arrêté quelque chose en évitant de dépenser des milliards et des milliards de dollars et allait peut-être créer autre chose. Et bien voilà, Israël a créé les drones. Et donc, je passe la parole à notre ami David Harari. Bon, alors Jacqueline, Claude, en tout cas... Oui, vous entendez, ça va? Oui. Mais si, j'arriverai, bien sûr. C'est celui-là qui est meilleur. Bon, alors, en tout cas, Jacqueline et Claude, merci pour ces mots. Je ne m'attendais pas. Hein. Franchement, vous avez fait de la recherche archéologique presque. Mon épouse et moi, nous sommes très très heureux d'être avec vous ce soir et à la loge Robert Gamzon. Parce que si nous allons parler ensemble des avions sans pilote, c'est très symbolique ce soir ici, chez Robert Gamzon, parce que son fils, Eli Gamzon, était avec moi un des précurseurs des avions sans pilote en Israël. Eli a fait toute sa carrière à l'armée. Ça a été le premier officier, le jeune officier, le lieutenant, quand je suis arrivé en 70. Nous avons travaillé, nous les deux. Lui, il était à l'armée, moi, j'étais aux industries aérospatiales, sur un projet X, je dirais. Et c'était le premier, on m'avait dit, celui-là, il parle un peu le français, tu peux aller le voir. Et c'est comme ça que j'ai connu Eli, puis nous avons fait une carrière en parallèle. Donc, je crois que c'est très symbolique, non ? J'ai tous les livres de Robert à la maison, et des poèmes et de sa femme aussi. Bon. Je vais vous parler donc du développement des avions sans pilote en Israël, de l'histoire. Vous verrez que c'est vrai, on a fait des choses en Israël sur des choses que les autres n'avaient jamais fait parce que nous avions d'une part la conviction, mais d'autre part nous avions la nécessité de le faire. Et ça c'est important en Israël, malheureusement.
Des fois, les nécessités nous obligent à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire parce que les circonstances géopolitiques de l'environnement ne les obligent pas à faire. Et nous sommes obligés de le faire et nous réussissons à le faire. Je voudrais retomber un peu sur quelques paroles que vous avez dites. Claudie et moi, nous avons décidé de venir en Israël, non pas pour quitter la France. Nous sommes venus en Israël pour aider Israël. C'est pour ça que nous avons gardé tous les liens avec la France. Et Claudie, dans le côté littéraire et linguistique, a continué jusqu'à maintenant à tenir la relation avec la culture française, et moi du côté industriel. Je crois que c'est important. Nous sommes convaincus que notre culture française, alliée à la culture hébraïque, peut donner des choses beaucoup plus importantes que si on avait abandonné la culture française. Nous avons grandi dans ça. Je crois que c'est important de la transmettre à nos générations, et nous sommes très très contents que nos petits-enfants tous connaissent la France. Certains parlent déjà le français. Je ne parlerai pas de nos enfants, de nos filles qui parlent couramment le français. Et nous avons pu convaincre 2 de nos 3 gendres de parler le français aussi. Voilà, ils ont été étudiés. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la conférence. Je vais aider David à mettre ça sur place. Et on commence. Bon, alors, je voudrais d'abord quand même vous remettre un peu les choses, je dirais, le diapason en ordre, parce que j'ai été obligé de prendre le terme de drone. Drone ne veut rien dire. C'est un franglais qui voudrait dire le bourdonnement, parce que ça fait un bruit comme ça de bourdon, enfin peu importe. Il faut parler d'avions sans pilote, de système d'avions sans pilote. Système. Plusieurs fois, on pense que je suis un ingénieur aéronauticien. Je ne suis pas un ingénieur aéronauticien. Je me suis occupé de développer des avions, mais il fallait construire un système, et vous verrez pourquoi je dis ça. Donc, mais auparavant, je voudrais quand même, à Jérusalem, je crois qu'il est important de dire que l'ancêtre des avions sans pilote, c'était tout simplement la colombe de Noir. Pourquoi ? Parce que cette colombe avait amené de l'information. Or, c'est ça que nous cherchons. Nous cherchons de l'information. Parce que, tout simplement, déjà, plus de 600 ans avant Jésus-Christ, le premier manuel militaire qui a été écrit par un général chinois parlait de l'importance du renseignement, en temps de guerre, bien sûr, mais surtout en temps de paix. Et les systèmes d'avions sans pilote israéliens, vous le savez, vous ne le savez pas, peu importe, mais chaque jour, vous avez 3 ou 4 avions qui survolent l'État d'Israël pour avoir des renseignements. Donc c'est un système qu'on utilise en temps de paix, plutôt qu'en temps de guerre. On a besoin de ça en temps de paix. Alors évidemment, en temps de guerre, on sait l'utiliser. Mais ça, c'est très important parce que la plupart du temps, tous les systèmes d'armes sont utilisés en temps de guerre et non pas en temps de paix. Donc ça, c'est très important d'avoir ce renseignement avant et bien sûr pendant la guerre. Mais déjà, en France, lorsque la montgolfière, la première, est montée, c'était pourquoi ? L'être humain voulait s'élever en altitude pour avoir une meilleure vision de ce qui se passait. Encore une fois, sans le dire, c'était un renseignement qu'il voulait avoir. Déjà en 1994, dans une guerre, on l'avait utilisé pendant les guerres de la Révolution. Ça avait été utilisé déjà. Donc, c'était encore une fois, l'homme a besoin de renseignements auparavant pour mieux connaître les choses, la situation. Et d'un autre côté, il y a eu aussi les premières images aériennes qui ont été faites par un radar. Donc, si vous voulez, tout ça nous amène, par exemple, à la guerre de sécession. Ça a été utilisé aussi aux États-Unis. Donc, voilà, et nous arrivons maintenant en 1968. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout de suite après la guerre des 6 jours, Israël était d'un côté du canal de Suez, les Égyptiens étaient de l'autre côté de la rive du canal de Suez. Et il y a eu une guerre d'usure. On avait même, par moment, je me rappelle quand j'étais encore en France, on parlait d'une sorte de tranchée. Effectivement, il y avait des tranchées de part et d'autre, et on tirait.
Donc, Israël avait besoin de savoir ce qui se passait de l'autre côté, du côté de la rive égyptienne. Et nous avions à ce moment-là des avions qui prenaient des photos aériennes. Mais ce n'était pas assez précis. Il y avait souvent des nuages, etc. Et il y a eu un jeune ingénieur, un jeune officier israélien, Shabtai Bril, des services de renseignement, qui a eu l'idée de prendre un avion, un modèle réduit, et de mettre une caméra qui puisse être contrôlée à distance, et pour dire, je vais essayer de prendre des images. On ne l'avait pas pris très au sérieux, sauf les gens de son unité lui ont donné $1000 pour faire cela. Et ils l'ont fait sortir. Alors, je ne raconte pas l'histoire, comment ça a été, parce que c'était quand même un peu complexe, etc. Et ils ont pris des images, et ils ont trouvé qu'effectivement, les images qu'ils apportaient avec un appareil de contrôle qui était à une distance de 200 mètres, qu'ils voyaient encore, celui qui a piloté a travaillé dans mon équipe pendant plus de 30 ans, et il vient de prendre sa retraite bientôt, il y a quelque temps, eh bien, ça donnait une information supérieure à celle que les avions de l'armée de l'air obtenaient. Sauf le projet n'a pas continué, parce que, malheureusement, l'être humain est tel qu'il y avait un peu la petite guéguerre entre les services de renseignement, qui sont des services, une force terrestre, et les Bleus, l'armée de l'air. L'armée de l'air a dit non, comment ? Nous apportons de l'information, il y a d'autres qui vont apporter. Le projet est tombé à l'eau. Ça, c'est en fait celui que vous voyez là à gauche. Merci. L'officier que vous voyez à gauche, c'est Shabtai Bril. Merci. Excusez-moi. Ma passion pour ça m'oblige à lever la veste. Et le garçon qui est accroupi s'appelle Naftali Horowitz. Il a été un de mes ingénieurs après. À ce moment-là, il était le champion d'Israël pour les modèles réduits. Il était civil et on l'avait appelé pour justement faire voler l'avion. Bon. Et nous sommes arrivés en 1973. Donc de 69, 68, ça a été arrêté. Nous arrivons en 73, la guerre de Kippour, la surprise des missiles égyptiens, donc mobiles. Nous avions l'information des missiles SA-2 fixes, nous savions où ils étaient. Nous n'avions pas l'information en temps réel des missiles mobiles SA-3. Bon, malheureusement, nous avons perdu beaucoup de pilotes et d'avions de cette manière. Donc, il a fallu cette guerre-là pour comprendre qu'on ne pouvait plus utiliser des systèmes de renseignement qui ne donnaient pas l'information en temps réel. En temps réel, c'est-à-dire tout de suite. Alors que les systèmes qu'on a utilisés pendant la guerre de Kippour nous donnaient l'information entre 12 heures et 24 heures. En 12 heures et 24 heures, un champ de bataille est totalement modifié. Donc, en 1974, la décision a été prise de développer un système de renseignement en temps réel avec un petit avion et une caméra stabilisée, je vais vous expliquer pourquoi, et un système de transmission en temps réel, c'est-à-dire la télévision. Et donc, ce système-là, quand on parle d'un système d'avion sans pilote, il faut savoir qu'il est composé toujours de 4 éléments. L'un, c'est l'avion. L'avion, il n'a pas de poste de pilotage, mais c'est un avion qui va transporter la caméra. Le poste de pilotage est au sol, qu'on appelle aussi station de commande et de contrôle. La caméra stabilisée, pourquoi elle est stabilisée ? Ça signifie en fait que quel que soit excusez-moi, le mouvement de l'avion,
la visée de la caméra restera toujours fixe sur un point bien précis. Et enfin, le système de transmission pour commander du sol l'avion et la caméra. Alors, vous me permettez, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais je suis venu avec une petite brique, et donc... Vous êtes gentil. J'ai bien fait de venir. Aucune importance. Nous attendons paisiblement que vous soyez bien. Oui. Bon, alors voilà. Prenez votre temps. Alors, voici les images. Oui. Voici donc les images. Vous avez l'avion. C'est un petit avion, celui-là. C'est le premier qu'on a fait. Il pèse 320 kilos. La caméra, vous la voyez, elle est en dessous. La caméra est à droite, mais vous la voyez comment elle sort de l'avion. À gauche, vous avez la station de commande et de contrôle, qui est le cockpit, en fait, de l'avion, qu'on a mis au sol, et le système de transmission. Je vous ai fait agrandir la photo, là, parce que vous voyez, alors, sur le côté droit, droite en regardant la photo, c'est le cockpit. Vous avez tous les instruments pour piloter l'avion. Et c'est exactement ce qui se passe dans un avion. Il y a l'altitude, la vitesse, etc. Complètement à gauche, c'est la partie de l'observateur. Vous voyez que sur la table, il y a une sorte de manette qui va permettre de faire bouger la caméra et le faire suivre ce qu'on veut suivre. Et au milieu, c'est très vieux ça, maintenant ça n'existe plus, ces choses-là, vous verrez, je vous ai apporté des photos des stations actuelles. Ça, c'était en 1970, il y a 50 ans. Hein. Eh bien, nous avions une carte et on suivait sur cette carte le trajet de l'avion. C'était l'officier le commandant de la station qui était en face et qui pouvait tout surveiller. Bon. Et enfin, nous avons donc commencé en 1977. D'abord, la petite histoire, il faut quand même raconter des petites histoires. En 1974, le ministère de la Défense et l'armée de l'air décident de développer un tel système. Alors, nous, les Israéliens, aux industries aérospatiales, on leur fait une proposition. On leur dit, nous savons faire ça, ça, ça. Et alors, ils nous regardent, bien sûr, et nous disent, non, vous ne savez rien faire. Nous allons aller chez les grands frères, c'est les Américains. Et donc, ils ont commandé 2 systèmes chez 2 compagnies différentes américaines pour les recevoir. Après 1 an et demi, ils sont aperçus qu'ils n'allaient recevoir rien du tout. Ils ont tout ramené et nous l'ont donné en 1970 à faire le système. Donc, nous avons commencé à développer en 1977. En 1980, nous faisons les premiers vols de développement. En 1981, une première mission opérationnelle au-delà de la frontière. Il n'y avait pas encore d'unité formée à l'armée de l'air, ce qui fait qu'ils nous ont enrôlés avec Tsav Shmoné. Enfin, je ne sais pas si le Tsav Shmoné, ça permet d'enrôler en 24 heures des soldats ou des officiers pour faire le système. Ceci a permis, en 1981, pourquoi on avait fait cette mission-là? C'était au moment où les Syriens rentraient dans la vallée de la Beka, au Liban, et Begin, qui était le chef du gouvernement, voulait savoir si l'entrée des Syriens mettait en danger la frontière nord d'Israël. Et il fallait donc, et l'armée de l'air lui a dit, le seul moyen de le faire sans que les Syriens nous aperçoivent, c'est de prendre cet avion-là. Et nous avons fait cette mission-là. Et en 1982, il y a eu la guerre du Liban, donc nous l'avons utilisé d'une manière officielle et grande. 1982, ça a été remarquable, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu la bataille la plus importante, la bataille aérienne de la région, entre l'armée de l'air israélienne et l'armée de l'air syrienne, et 79 avions syriens ont été abattus en quelques heures. Parce que nous avions utilisé cet avion-là, qui donnait les endroits des radars et des missiles syriens. Nous avons utilisé, Israël a utilisé aussi la guerre électronique pour
anéantir les radars. Les radars syriens ne pouvaient plus envoyer l'information. Là, j'ouvre une petite parenthèse. L'un des pères des radars israéliens était aussi un franco-israélien, Serge Landesman, qui nous a quittés, qui a œuvré beaucoup sur les radars, mais surtout pour la guerre électronique, qui était venu aussi en 69 en Israël. Et voilà. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les pays alliés à Israël ont compris que nous avions utilisé quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et à partir de 1982, nous avons été amenés à montrer notre système par les relations que nous avions avec l'Europe et les États-Unis à nos partenaires, disons les alliés d'Israël. C'est pour ça, c'est à partir de ce moment-là que le système était secret à ce moment-là. Et donc, il n'est plus devenu secret. Tout le monde en a parlé. Avec le temps, nous avons augmenté. L'appétit venant en mangeant, le premier avion que vous avez vu ne pouvait voler que 4 heures. Et il n'avait qu'une caméra de jour seulement. 2 jours avant la guerre du Liban, un officier supérieur des services de développement du ministère est venu me voir et il me dit, David, écoute, nous étions déjà au courant que la guerre allait avoir lieu, et nous étions en train de préparer tous les systèmes pour qu'ils partent, et il me dit, nous avons besoin d'une vision nocturne, parce que la guerre, elle va durer aussi la nuit. Et la caméra que nous avons, c'est une caméra de jour, ça ne marche pas, il nous faut une caméra de nuit, c'est-à-dire une caméra avec une technologie infrarouge. Je lui dis oui, mais d'accord, mais d'où on va l'amener? Il dit, vous vous débrouillez, il me la faut. Effectivement, là c'est encore un exemple, lorsqu'on met des hommes et des femmes face à un mur, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. La division électro-optique des industries aérospatiales d'IAI a été donc amenée à développer cela. Et pendant 10 jours, après 10 jours, nous avions la première caméra. En fait, ils dormaient sur place. En fait, nous avons tous plus ou moins dormi sur place. Moi, heureusement, j'habitais à 6 km de chez moi. J'allais dormir auprès de Claudie. Mais les autres ont fait. Alors ça, pour la petite histoire, encore une autre petite histoire spécifique à Israël, qu'on ne va pas voir. Lorsqu'on utilise une caméra infrarouge, vous voyez en dessous de... Bon, la photo n'est pas... il y a une canopie qui protège la caméra en dessous. Lorsqu'on atterrit, que les pierres ne cassent pas. Donc, il fallait le protéger. Avec une caméra, c'était en plexiglas pour la caméra de jour. Pour la caméra de nuit, le rayon infrarouge ne peut pas passer par le plexiglas. Donc, il fallait trouver un matériau qui pouvait faire ça. Or, nous savions que le matériau qu'il fallait utiliser, c'est le germanium. Or, le germanium, c'est quelque chose de très compliqué. C'est une culture qu'on doit développer et du jour au lendemain, on ne peut pas l'avoir. Et je ne sais pas comment, un des ingénieurs de la division électro-optique a pensé à utiliser, non, vous n'allez pas me croire, un sac de supersol, un sac de nylon de supersol. Il avait compris, je ne sais pas comment il a fait, que ceci pouvait faire passer. Et le premier vol que nous avons fait opérationnel là-bas, c'était un sac de supersol qui était là. Il n'y a qu'Israël pour faire des choses pareilles, ça je vous assure. Voilà. Bon, et alors, le premier avion, c'était 4 heures. Le lendemain de la fin de la guerre, l'armée vient nous voir et nous dit, écoutez, 4 heures, ce n'est pas suffisant, vous devez augmenter un peu l'autonomie du vol. Alors, écoute, au lieu de 4 heures, il nous faudrait 8 heures. C'est rien, on rajoute 4 heures, n'est-ce pas? Allez prendre un Boeing, allez doubler l'autonomie d'un Boeing, vous voyez qu'est-ce que ça va faire. Il a fallu tout rechanger. Le gros problème que nous avions, c'était les moteurs. Parce qu'il n'existait pas à ce moment-là dans le monde, et jusqu'à maintenant, des petits moteurs qui peuvent voler à une altitude. Il y a une différence des petits moteurs qui sont pour la Terre, de les faire voler à 15 000 pieds, c'est-à-dire à 5 km d'altitude. Donc, c'était le point, à chaque fois que nous avons développé des configurations, le point faible, c'était le moteur, jusqu'à ce qu'on ait arrivé à de grands avions, que vous allez voir tout à l'heure, où les moteurs existaient. Bon, enfin, bref, en 1992, on délivre à l'armée de l'air ce qu'on a appelé le Searcher Mach 1, qui volait déjà 15-16 heures.
et le Searcher 2 qui volait aussi 15-16 heures, mais qui pouvait transporter beaucoup plus d'éléments. Parce qu'avec le temps, au lieu de mettre une caméra, on mettait aussi un radar, on mettait des systèmes d'écoute, on a mis des systèmes de communication, des systèmes de relais. C'est-à-dire, en fait, nous avons transformé cet avion-là comme un cheval de transport qui va transporter des éléments qui vont faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 40 ans après, en Israël, à l'armée de l'air, les avions qui étaient des avions de communication, de guerre électronique, d'observation n'existent plus. C'est fait tout par des avions sans pilote. En fait, on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, la flotte va changer et on aura beaucoup plus d'avions sans pilote que d'avions. C'est pour ça que, enfin, on ne le dit pas, mais je peux le dire, on a beaucoup moins besoin de pilotes d'avions de chasse aujourd'hui en Israël que de pilotes de systèmes d'avions sans pilote. Bon. Après, on continue et on arrive aujourd'hui au système qui existe aujourd'hui, qui est opérationnel aujourd'hui, qui est le cheval de bataille de Tzahal, le Héron. Le Héron, c'est un avion qui est déjà grand. L'envergure est de 15 mètres, 16 mètres. Il pèse 1,5 tonnes, l'avion. Il peut prendre à peu près dans les 300-350 kilos de charge utile pour faire la mission, que ce soit de communication, d'observation, etc. Et il peut voler plus de 24 heures. Si la charge utile... Alors, nous avions fait une première mondiale aux années 91, 92. Une première mondiale, nous n'avions pas mis de charge utile, nous avions rempli d'essence et nous l'avons fait voler 53 heures d'affilée. C'était une première mondiale, ça fait du bruit pour ça, parce que nous avions pris toutes les connaissances. C'est très important, parce que notre connaissance militaire nous avait amené à dire qu'il fallait avoir de plus en plus l'importance. Si on pouvait rester sur zone et avoir l'information, en fait, nous avions quoi? Un satellite de pauvres, tout simplement. Voilà. Je voulais vous dire aussi que juste après la guerre du Liban, en 82, il y avait l'unité déjà qui se formait chez l'armée de l'air, mais l'armée de terre, c'est-à-dire les services de renseignement, ont créé les unités. Et en fait, pour avoir justement les officiers de réserve et les soldats de réserve, ils nous ont pris tous, ils nous ont pris des différentes unités. Moi, j'étais dans les communications auparavant, etc. Donc, nous sommes rentrés tous dans cette unité-là, dans ces unités-là. Voilà. Alors, le système Héron, on va voir un film. Alors, je suis navré, il y a des films en français, des films en hébreu, il y a des films en anglais. Je n'ai pas pu avoir que du français. זה כבר ממש לא מזל"ט, מי שרואה את המטוס הזה במעופו יכול בהחלט לחשוב שבפנים יש טייס, אבל לא. המטוס ללא טייס החדש והמתקדם של צה"ל, השובל, נקלט היום רשמית בחיל האוויר. המטוס הזה הוא כולו תוצרת כחול לבן של התעשייה האווירית, והוא מחליף את המזל"ט הוותיק הנמצא בידי צה"ל כבר 20 שנה, הסרצ'ר. אני יכול להגיד לו ממש פה בלחיצת עכבר, טוס לי לנ"צ מצוין. לא כל מה שהשובל מסוגל לעשות מותר לפרסם, אבל הגודל העצום והעובדה שהוא מסוגל לשאת מטען במשקל של עד 250 קילוגרמים בהחלט מאפשרים לו יכולות אדירות בתחום הצילום, אבל לא רק. הוא יכול גם לשאת מטענים גדולים יותר. זה מיד משליך על יכולות הזיהוי. אם קודם יכולנו לזהות רכבים, טנקים, עכשיו אתה יכול לזהות ממש אנשים, את כלי הנשק שהם נוסעים עליהם. זה בעצם מקרב אותנו למקומות שלא היינו בהם אף פעם עם מטוסים בלתי מאוישים. אפשר לראות אם יש אנשים חפים מפשע באזור, יש ילדים, יש עוד אנשים במכוניות. הנה כאן מסייע המטוס בחילוץ פצועים מבינג'בל עוד בזמן המלחמה בלבנון. אתה מרגיש שאתה ממש לא פיזית שם, אבל אתה חלק מהכוח לכל דבר. אתה מלווה אותם קדימה, המתח בקרון הוא מאוד גבוה, כי אתה יודע שאתה היחיד שיראה את המחבל מעבר לפינה. אם יש עכשיו איזשהו מבצע שלוקח ימים ספורים, אני לא צריך עכשיו להשתמש ברכבת אווירית של מטוסים שאני תלוי כל פעם
בהחלפות שלהם. כ-40 שעות יכול השובל לטוס, הדלק מאוחסן בכנפי המטוס. היתרון הגדול של השובל הוא שניתן להסב אותו לתצורות אחרות, למשל איסוף סיגנט, כלומר האזנות באזורים מרוחקים. בעיראק רואים את האמריקנים משתמשים במזל"טים בעלי יכולות תקיפה. הפלסטינים טוענים שגם ישראל עושה שימוש במזל"טים כאלה, וחיל האוויר לא מגיבים. יש כיוונים גדולים ורחבים שעל רובם אינני יכול לספר לך. הכיוון שאליו הולכים בחיל האוויר הוא מזל"טים רב-שימושיים, שגם יהפכו יותר ויותר גדולים. Après, nous avons développé un autre avion, alors cette fois-ci beaucoup plus important, le Héron TP. TP parce que c'est le moteur, c'est un turboprop, mais on l'appelle Eitan en Israël. Il est en service depuis, vous voyez, déjà plus de 10 ans déjà. Alors lui, c'est vraiment un avion qui a la dimension d'un Boeing 707 ou bien de l'Airbus 319. Vous voyez, l'envergure est de 26 mètres. Le rayon d'action est de 7400 km, c'est-à-dire qu'il peut aller à 4000 km et retourner à peu près. Et il vole d'abord très haut, 45 000 pieds. 45 000 pieds, c'est au-dessus des vols commerciaux. Le Airbus et le Boeing que nous prenons pour voyager ne dépassent pas les 41 42 000. C'est la zone. Nous sommes au-delà, parce que d'abord il est très grand, et puis ça nous permet de faire des choses de là-haut beaucoup plus facilement. Le poids au décollage est de plus de 5 tonnes, et la charge utile, à part l'essence, est de 1 tonne. Au point de vue géographique, vous pouvez comprendre pourquoi nous avons cet avion-là. C'est pour aller voir ce qui se passe en Iran. Voilà. Ça, c'est peut-être le secret de Polichinelle que je peux me permettre de donner. Voilà. Bon. Alors, un petit film encore sur le Eitan. חיל האוויר מקים טייסת מל"טים חדשה, מטוסים ללא טייס מתוצרת ישראל, שיכולים לטוס עד איראן. משם יוכלו להתריע במידת הצורך מפני שיגור של טילים בליסטיים. כתבנו ניר דבורי ביקר בטייסת איתן. חיל האוויר מרחיב את הזרוע הארוכה שלו, פותח טייסת חדשה של מל"טים, מטוסים ללא טייס מדגם איתן. מטוס המעגל השלישי עם טווח טיסה של יותר מ-1,000 קילומטרים הם אלה שמגיעים עד לאיראן. בחיל האוויר מפתחים שיטת פעולה חדשה, אחיזה בשטח מן האוויר. האיתן שוהה מסביב לשעון מעל לאזור הפעולה, נשלט מתחנת הקרקע באמצעות תקשורת לוויינית, צופה ומאתר משגרי טילים בליסטיים. בשותפות עם מטוסים אחרים בחיל האוויר, כמובן גם משימות ציד התק"ק כנדבך נוסף למטוסים אחרים בחיל האוויר. המטוס הזה מצויד במצלמות מתקדמות ביותר. ברגע שאתה נמצא מעל תא השטח זמן רב, כולל מערכות נלוות שאינני יכול לפרט עליהן, היא יכול לעזור במיוחד למערך ההתראה, זה חלק ממשימותיו. עם מוטת כנף של 27 מטרים זה ממש לא מטוס זעיר. הוא יכול לשאת 1,000 קילוגרם של מטען מצלמות ומקמים ומערכות הגנה מפני טילים. הוא טס ללא תדלוק יותר מ-30 שעות רצוף. עצם יכולתו לטוס בגבהים שמעל 40,000 רגל מאפשרים לו לטוס מעל מסדרונות אוויריים, מאפשרים לו לטוס רחוק מאיומים קרקעיים ועל ידי כך להגן על עצמו. ובהחלט למטוס הזה גם יכולת התקנה של מערכות קליטה שבהחלט מאפשרים לו לראות איומים ולטפל או להתחמק מהם או לטוס בשיטה כזאת שלא יסכנו את מערכת הנשק ואת המטוס. מטוסי האיתן הצטרפו למערך איסוף המודיעין שבונה את בנק המטרות של חיל האוויר במדינות המזרח התיכון. כך למשל שני מל"טים כמו האיתן מכסים את כל שטח דרום לבנון. פרויקט ההצטיידות הזה מתקרב למיליארד שקלים, ובשנים הבאות מתכוון חיל האוויר לפתוח טייסות איתן נוספות. Bon, ayant parlé d'Israël, je voudrais vous parler un peu du marché international. Alors, je suis obligé de citer des sources étrangères, n'est-ce pas? Alors, d'après cette source, c'est une source anglaise. 76 pays utilisent les avions sans pilote aujourd'hui.
sur les 193 membres de l'ONU, plus de 50 pays utilisent des systèmes israéliens. Nous sommes les seuls à avoir vendu autant de pays. Les Américains, par contre, ont construit plus d'avions que nous. Parce que, bon, la quantité qu'ils utilisent, ils utilisent beaucoup. Mais au point de vue pays, c'est nous qui avons vendu le plus. Alors là, il y a quelques noms ici. On peut rajouter encore d'autres. Mais enfin, vous voyez quand même que nous avons vendu aux États-Unis, à la Suisse. La Suisse a été le premier pays qui a acheté d'Europe. Nous avons été étonnés de savoir que les Suisses étaient intéressés. La France, la Belgique, la Finlande, la Turquie. La Turquie, oui. La Turquie, c'est très, très amusant. Ouais. Canada, l'Australie, l'Espagne, etc., etc., etc. Bon. Alors, quelques pays très sympas. D'abord, un peu original, c'est la Suisse et la Finlande. La Suisse et la Finlande, les Suisses nous ont demandé, au lieu d'avoir des roues sur l'avion, d'avoir des skis, comme des skis en dessous. Et vous les voyez en dessous là. Vous voyez? C'est pour justement aller sur la neige. Et alors, et en plus, ces skis-là, il fallait démontrer qu'ils peuvent atterrir sur le gazon. Et donc, lorsqu'on doit livrer à un client un système pareil, on est obligé de faire ce qu'on appelle des tests de recettes par le client. Donc, le client nous envoie une spécification et il nous dit, je veux vérifier A, B, C, D de cette manière, de cette manière, de cette manière. Et il nous a dit, nous voulons atterrir sur du gazon. Mais pas n'importe quel gazon. Il fallait atterrir sur le gazon suisse. Parce que j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait un nombre énorme de spécifications de gazon. Et ils nous ont donné la fiche technique du gazon suisse. Eh bien, un de mes collaborateurs, qui est aussi un ami, il s'est mis à chercher où on peut trouver en Israël ce gazon. Il a trouvé un importateur de gazon étranger qui a pu nous vendre une partie, enfin une certaine surface, je ne me souviens plus combien, je crois 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés, que nous avons acheté le gazon suisse, que nous avons étalé sur la piste d'atterrissage et nous avons atterri sur ce gazon-là, pour montrer comment il fallait nous adapter à chaque culture. Vendre un système à la Suisse, ce n'est pas de la même manière que vous le vendez en Allemagne ou en Italie ou en France. Ce sont des cultures différentes, des façons de voir différentes, et il fallait s'adapter. Au-delà de cela, avoir plus de 50 pays comme clients, vous pouvez imaginer le service après-vente qui est derrière. Parce que pendant plus de 15 ans, 20 ans, nous devons donner un service après-vente. Et les techniques et les façons de travailler sont totalement différentes. Mais heureusement, nous avons appris tout ça sur le tas. Pour les Américains, nous avons commencé à leur vendre d'abord à la marine l'avion Pioneer. C'est pour ça que j'avais reçu le prix américain. J'ai reçu, en fait, pour la petite histoire, j'ai reçu le prix américain après la première guerre d'Irak. Les Américains ont voulu nous remercier parce que lorsqu'ils sont rentrés à Kuwait City, les forces des Marines, les US Marines, sont rentrés alors qu'ils recevaient d'abord l'information du Pioneer. Et donc, voilà. Alors, un petit film. Alors, l'avion, pour la marine, il fallait installer l'avion sur un bateau. Sur les bateaux qui étaient des cuirassés, merci, des bateaux de guerre, qui permettaient de diriger le tir des canons. Or, ces canons-là, il n'existe plus ces cuirassés, c'était de vieux cuirassés, tiraient à une distance de 120 km. Or, 120 km, ils n'avaient pas d'information. Au-delà de 90 km, vous avez la ligne d'horizon. La Terre est ronde, donc on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Il fallait donc avoir quelque chose qui leur donne cette information-là. Ils ont utilisé cet avion-là. Je ne raconterai pas les problèmes que nous avons eus à mettre un avion pareil sur un bateau, parce qu'il fallait aussi le recevoir, le ramener sur le bateau. Et ce n'était pas comme un porte-avions. Il fallait donc, on avait développé un système de filet, je crois que vous allez le voir dans le film,
enfin, c'est assez amusant. J'espère dans 2 mois, je publie le livre justement de toute l'histoire de tout ça très bientôt. J'attends la dernière autorisation de la censure sur ce livre-là. Alors voilà, je vais vous montrer donc un film sur justement ce qui se passe sur cet avion-là américain. Every mission. The small teams, on land and at sea, work to provide the maximum number of flight hours per unit to support the forces in the field. Just like with earlier aviation challenges, a dedicated and resourceful team of individuals is required to make the system work. On several occasions, Iraqi troops attempted to signal the Pioneer their willingness to surrender. The most famous incident occurred when the USS Wisconsin's Pioneer was spotting for her 16-inch guns at Velaka Island off the coast near Kuwait City. Missions were conducted in republics of the former Yugoslavia. Pioneer was deployed to Bosnia by the Marines and the Navy. During operations in Kosovo, Pioneer was operated from sea and detected key elements of the hostile forces, including missile boats, supply ships, and this submarine spotted in the shipyard. Bon. Après, les Américains... alors, encore aussi une petite histoire, j'allais dire cocorico israélien, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Les Américains ont acheté le Pioneer alors que, déjà en 1970, vous vous souvenez, on a commencé, nous, le développement en 77. En 70, en 71, à la fin de la guerre du Vietnam, les Américains avaient décidé de développer un système pareil. Et en 85, presque 10 ans après, plus que 10 ans, 15 ans, presque 15 ans après, leur système n'était pas opérationnel. Les Américains étaient complètement fous, les dirigeants. Ils sont même venus en Israël, je raconte l'histoire dans le livre aussi. Et le ministre de la Marine a décidé, John Lehman, a décidé d'acheter israélien et d'arrêter le programme américain. Le programme américain a été arrêté après qu'ils aient mis sur le programme 1,2 milliard de dollars. Alors, je ne veux pas dire que nous sommes plus intelligents que les Américains. La seule grande différence, c'est que les Américains ont voulu faire un système complètement farfelu, complètement imaginatif, alors que nous étions obligés de faire un système qu'il fallait qu'il vole 3 ans après. Beaucoup plus pratique. Nous sommes beaucoup plus pragmatiques et nous savons travailler sur des choses très vite. En plus de ça, et vous le savez comme nous tous en Israël, nous sommes la majorité, nous sommes aussi à l'armée. Donc nous avions une expérience militaire. Quand j'ai dirigé cette unité pendant plus de 15 ans, un mois par an, j'allais à l'armée. Et j'étais à l'armée où? Dans l'unité des avions sans pilote. Donc automatiquement, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui était important pour l'officier, pour le soldat, pour donner l'information. Dans les autres pays, ils n'ont pas ça. Ça aussi, c'est un avantage que nous avons. Enfin, bref, ils ont acheté donc le Pioneer et ils ont lancé après un autre appel d'offres pour l'armée. Là, nous étions en compétition avec la société McDonnell. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une plus grande société qui a été rachetée après par Lockheed. Mais nous étions en compétition et nous avons gagné la compétition avec le système Hunter. C'est un avion, avec 2 moteurs, à l'avant et à l'arrière, et qui a été utilisé à la guerre d'Irak, la deuxième guerre d'Irak, en 2003,
avec plus de 600 missions de reconnaissance. C'était le seul avion qui pouvait voler dans des tempêtes de sable et de vent, alors que les autres avions ne pouvaient pas voler. Voilà, c'est cet avion-là, qui a été alors acheté par les Français. En 1993, François Léotard, qui était ministre de la Défense et qui a toujours été un ami d'Israël, c'était aussi le changement de gouvernement avec Mitterrand, etc. C'était aussi après les signatures d'Oslo. Les Français ont aboli l'embargo qui avait été institué en 1969 par De Gaulle. Et donc, ils voulaient acheter quelque chose, ils voulaient montrer qu'ils voulaient faire quelque chose, et le seul système que la France ne possédait pas, c'était ça. Je dois vous ouvrir une petite parenthèse, mais déjà en 80 à peu près, 82, 83, tout de suite après la guerre du Liban, les Français étaient en guerre au Tchad. Et les forces françaises sont venues nous voir. Je leur ai présenté le système, le premier, le Scout, là, que vous avez vu. Bon, pour des raisons après, ils ne l'ont pas acheté. Mais la France s'est toujours intéressée de voir un peu ce que nous avions. Ils ont essayé plusieurs fois de développer des avions pareils, mais ils n'ont pas réussi. Et ils ont acheté le Inter, qu'on a appelé F-Inter, F pour France, bien sûr. Voilà. Après, ils ont acheté, il y a eu un autre système d'armes, une autre appel d'offres qu'ils ont fait, une deuxième génération, et nous avons gagné aussi cette compétition-là avec la société EADS, qui était notre partenaire, et le système a été appelé Arfang. Quand j'ai entendu ce mot-là, je ne savais pas ce que c'était, donc je vais vous dire ce que c'est. C'est un hibou blanc du Canada. Voilà. Arfang, et il a été utilisé en Afghanistan. Il avait aussi une première mondiale, c'était le premier système où on lui avait mis une liaison satellitaire. C'est-à-dire que l'avion, s'il volait en Afghanistan, il pouvait recevoir les images, il pouvait envoyer les images à Paris ou dans d'autres endroits. Hein. Voilà. Donc, un petit film aussi, mais cette fois-ci, il n'est pas en hébreu ni en anglais, il est en français. Ces images aériennes d'Afghanistan nous viennent du SIDM, le système intérimaire de drones, moyenne altitude, longue endurance. Décollé quelques heures plus tôt depuis la base aérienne de Bagram, ce drone français effectue sa première mission opérationnelle. Doté de capteurs de dernière génération, il vient compléter les moyens d'acquisition du renseignement mis en œuvre par la coalition. Nos missions vont consister essentiellement à fournir du renseignement au profit de l'ISAF et en particulier au profit des forces terrestres, tant d'ailleurs françaises que celles de la coalition. Pour être en contact permanent avec sa base et échanger les données afférentes à sa mission, il dispose d'une liaison satellite permanente. Grâce à sa liaison en satellite, il est capable de décoller de la base de Bagram, dérouler une mission sans avoir pour autant de contraintes en termes de portée et revenir sur la base de Bagram 15 à 20 heures après en recueillant en instantané, en temps réel, son renseignement et en le diffusant à travers des vidéos ou à travers de l'imagerie radar au profit des forces et au profit des autorités. Pour assurer cette permanence dans les airs, les 3 appareils sont maintenus en condition par une équipe de spécialistes de l'armée de l'air. Avec ce premier vol opérationnel, le SIDM a d'ores et déjà pris sa place parmi les moyens de surveillance du théâtre. Alors, cet avion-là, aujourd'hui, a été utilisé après en Libye, au Mali. La France l'utilise assez. L'armée belge aussi a acheté. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le B-Hunter. Ils ont acheté 3 systèmes aussi, etc. Mais alors, eux, ils l'ont utilisé aussi en Afghanistan et au Congo, lorsqu'ils devaient surveiller les élections, etc. Vous voyez les stations, la photo de la station belge semble être la même chose que ce que vous avez vu. Les dimensions sont totalement différentes.
la première station que nous avions faite en 1977 était dans une chambre qui était large comme ce belle chose, et à peu près jusqu'ici. C'était grand parce qu'il y avait des grands ordinateurs, il n'y avait pas de microprocesseurs. Aujourd'hui, c'est vraiment des microprocesseurs tout petits, etc. Bien sûr. C'est quand même pas mal de technologies ont été modifiées. Là, je vous montre aussi un autre exemple qui a été développé par aussi IAI, mais dans une chose un peu spéciale. Il pèse 12 grammes. Hein, 12 grammes. Il a une petite caméra. De loin, on peut penser que c'est un insecte. Alors, vous dire que c'est une ligne de fabrication, non. Il n'y a pas de ligne de fabrication. Disons, ce sont des systèmes un peu spéciaux. Vous pouvez imaginer ça. Mais on peut imaginer n'importe quoi maintenant. On peut imaginer beaucoup de choses. Mais comme quoi, on peut faire pas mal de choses sur Terre. Là, je vais vous montrer, vous avez vous avez entendu que j'ai le plaisir et l'honneur d'être le président d'un conseil d'administration d'une petite société qui s'appelle Tactical Robotics, qui développe, je ne sais pas, c'est une voiture volante, ça, ou ça, c'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère, seulement le rotor de l'hélicoptère, vous ne le voyez pas, parce qu'il est dans le fuselage. Il est à l'intérieur. En fait, la personne qui a développé cette technologie, ce système, c'est un ami qui m'a demandé après d'être le président de son conseil d'administration. C'est un génie. D'après moi, c'est l'un des plus grands ingénieurs aéronauticiens israéliens qui s'est entêté à trouver la solution technologique comment protéger un rotor d'hélicoptère. Un hélicoptère est un appareil très, très, très dangereux. Si le bout du rotor touche quelque chose, l'avion est instable et s'écrase automatiquement. On ne peut pas récupérer un avion. Rajoutez en plus que les pilotes d'hélicoptères n'ont pas de parachute. Donc, vous pouvez imaginer les catastrophes que ça fait. Et il s'est dit, c'est pas possible. Il y avait eu déjà, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des études qui avaient été faites pour protéger le rotor et le mettre dans un carénage. Mais ça avait été abandonné parce que ça ne donnait aucun résultat. Il s'est dit, c'est pas possible. 50 ans après, les technologies ont modifiées, on est capable de le faire. Lui-même était pilote d'hélicoptère et il a trouvé. Il possède à lui, seulement, personnellement, 38 brevets internationaux, et il y en a 5 ou 6 qui sont en phase d'être agréés. Donc je vais vous montrer cet avion qui vole déjà en Israël. Il n'est pas encore opérationnel. C'est un prototype. Par le prototype, on apprend beaucoup de choses, mais dans quelques années, vous le saurez, vous ne le saurez pas, il sera opérationnel. Vous voyez, le rotor, il est à l'intérieur. Ça, c'est Megiddo. Ça va à Megiddo. La piste est à Megiddo. C'est une voiture volante. Il y a eu un article dans les Échos qui ont présenté ça comme une voiture volante. Mais si Challenge m'avait nommé comme conseiller, ils disent que vous présentez ça comme une voiture volante aussi. Il n'existe aucun avion comme ça dans le monde. Alors, pourquoi nous avons besoin de cet avion-là ? Lorsque Rafi, mon ami qui a créé la société, n'avait jamais pensé à la version militaire. Il avait pensé à la version commerciale civile, qui était tout simplement Air Taxi. Bon.
Il y a eu la guerre de Liban, la deuxième guerre du Liban en 2006. On ne le sait pas, mais un des problèmes de la guerre du Liban a été que nous avions du mal à amener la logistique aux forces qui étaient en avant au Liban. C'était une zone montagneuse, pleine de forêts. Les hélicoptères qui étaient utilisés pour amener ça, il n'y avait pas de route pour les camions non plus. Donc il y avait du mal à amener le matériel aux forces avancées, d'une part. D'autre part, nous devions ramener nos blessés et nos morts, qui sont toujours amenés par les hélicoptères. Or, l'hélicoptère en montagne ne peut pas aller partout. Il lui faut une piste d'atterrissage. Si la pente de la montagne est plus de 5 degrés, 5 degrés ce n'est rien, le rotor va toucher le sol. Donc, tout de suite après la guerre du Liban, il travaillait déjà avec les US Marines, les Américains, et Tsahal s'intéressait un peu à ça. Ils ont dit il faut faire une version militaire pour justement pouvoir amener de la logistique. Cet avion-là est capable d'amener 500 kilos aux forces avancées. Donc c'est un avion de transport. Il n'y a pas d'armes dedans, il n'y a pas de caméra, etc. Ça sera de transport. Et voilà. Je ne vous cache pas non plus qu'on envisage de transporter des blessés dedans. Les services militaires médicaux israéliens travaillent avec nous justement pour comment faire et transporter dans des avions. Et ce seront des avions commandés à distance. Donc il faut mettre un équipement qui puisse rapidement surveiller l'état médical du blessé. Le grand problème, c'est toujours de ramener le blessé le plus vite possible. Sinon, malheureusement, on peut le perdre. Là, je vous montre un autre exemple. À la suite, justement, des résultats favorables de tous ces avions, l'idée a été aussi de prendre ces nouvelles technologies et le mettre au sol. Donc, vous avez en Israël aujourd'hui des systèmes comme le Rex, le Guardium, qui sont des voitures qui sont utilisées, ou bien, par exemple, comme le Guardium, pour la surveillance des frontières, ou bien transporter du matériel. Au lieu que les soldats le portent sur le jour, si les camions ne sont pas, l'avion, la voiture va transporter 200-250 kilos et va suivre les forces. Si vous prenez les parachutistes qui vont rentrer, l'infanterie Givati ou Golani, etc., le soldat, non, il ne peut pas porter plus que 60 kilos, le soldat. Donc là, il est accompagné par cet avion-là, ou bien il y a plusieurs techniques de l'accompagnement. C'est comme un petit voiture qui va suivre son maître un peu partout. Oui, non, absolument. Absolument. Bon, là, par exemple, c'est un avion, le Battle, qui est déjà opérationnel. Là, on peut mettre aussi de l'armement. Voilà, il est multifonction, il sert à la reconnaissance, la protection des convois, mais aussi d'appât. Parce qu'il peut attirer justement, il donne l'impression que c'est une voiture où il y a des soldats, et donc on tire dessus. Oui, sans pilote. Il est piloté à distance. Là, par exemple, vous voyez aussi, alors ça c'est... En haut à gauche, c'est un avion un véhicule qui peut prendre à peu près 250 kilos et qui suit les forces, comme vous voyez le soldat. Les trois autres photos vous montrent un petit robot terrestre qui à peu près qui a 30 cm sur 20-25, qui peut monter les escaliers. Vous le voyez déjà sur la photo de là-haut, qui a monté les escaliers et qui a été utilisé dans les tunnels à la dernière guerre de Gaza. Pour voir ce qui se passe avant la chose. Alors je vais vous montrer un petit film aussi sur autre chose. C'est pas ces appareils, quelque chose assez particulier. עכשיו אנחנו עם הצעצוע החדש של מערכת הביטחון. זה נראה כמו נחש וזז כמו נחש, אבל זו בעצם מצלמה שמגיעה בכוחות עצמה כמעט לכל מקום ויכולה בין היתר לאסוף חומרי מודיעין על האויב או על ניצולים מתחת למבנים שקרסו. ניר דבורי עם התמונות.
עד כמה אפשר באמת לחקות את הטבע, להתאמות לבעל חיים, לפתח רובוט שנראה כמו נחש ומתנהג כמו נחש. כשחודשים תצפתו המפתחים אחרי תנועת נחשים, מומחים של משרד הביטחון והטכניון חיפשו קונספט התקדמות ייחודי, משהו לא שגרתי שיכול להשתחל במעברים צרים כמו כאן. במנהרות של עזה, בבונקרים של החיזבאללה, בסדקים בקרקע או במבנים. משהו עם אווירות גבוהה שיכול לזחול בצינורות ביוב, לתצפת, להאזין, להפתיע. הוא בנוי מחוליות המחוברות אחת לשנייה בעזרת מפרקים. בראשו של הרובוט נחש מצלמה והוא משדר בזמן אמת תמונות וידאו למפעיל הנמצא מאחור. הוא מתאים לשימוש של כוחות מיוחדים בהתגנבות בזחילה אל היעד, לתצפת וללמוד את המטרה לפני פריצה או השתלטות, אבל גם לחדור לתוך חללים צרים במבנים הרוסים שהתמוטטו ברעידת אדמה או מפגיעת טילים, לחפש חיים תחת ההריסות. לא רק מצלמה, גם מכשירי האזנה או אפילו פצצה, ואז כבר זהו נחש מתאבד לחיסול מבלי להשאיר טביעת אצבעות. Bon, nous avons un peu de temps encore pour continuer à montrer certaines choses. Ouais, je sais pas. Vous avez la patience quand même? Bon. Alors là c'est dans la marine aussi, en Israël, il y a des petits bateaux qui sont utilisés pour patrouiller. En face de Gaza, de temps en temps, vous entendez dire la marine a arrêté des pêcheurs, choses comme ça. La plupart du temps, ce sont ces bateaux-là qui ont repéré ces pêcheurs, et à ce moment-là, le bateau va arriver, va les arrêter, des choses comme ça. Ils donnent des informations et ils peuvent même, les gens qui sont arrêtés par ces bateaux peuvent montrer leur carte d'identité à la caméra et on vérifie qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Sous-marins aussi, il y en a. Hein, sans rentrer dans le détail. Bon. Alors, côté civil, quand même, hein, parce que ça, c'est bien beau, mais on n'est pas toujours en guerre. Donc, les Américains, enfin les Européens, les Américains, disons, beaucoup plus à l'étranger qu'en Israël. Ils utilisent énormément tous ces systèmes-là pour la vie de tous les ans. En agriculture, ça a été le premier secteur qui a utilisé ça, sont les Japonais qui ont envisagé. Les insecticides ont été utilisés par les Japonais et ils se sont spécialisés dans ça. Mais enfin, il y a beaucoup d'évaluations qui disent que si on surveille les champs, on peut récolter beaucoup plus vite. On peut savoir à quel moment récolter, etc. Donc, il y a les Américains qui sont très forts dans des chiffres tels que je vous ai amenés, etc. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Là, on a parlé tout à l'heure, Claude nous a parlé du lancement du satellite israélo-français Vénus. C'est le premier satellite au monde qui va observer la végétation de là-haut, de l'espace. Pour cela, il fallait avoir une caméra performante. Alors, lorsque nous avons négocié avec les Français, les Français nous ont dit, bon voilà, chacun doit prendre une partie. Alors, Israël va amener le satellite, parce que nous étions les seuls à avoir un petit satellite de 250 kg. Les Français, à ce moment-là, ne l'avaient pas. Mais les Français vont apporter la station de commande et la caméra. Bon. Mais il fallait avoir une résolution spéciale pour la caméra. Donc, ils ont fait un appel d'offres international. Et qui a gagné? C'est Israël. Voilà. Donc, c'est Elbit de Rehovot qui donne au CNES la caméra qui est installée dans le satellite israélien. Voilà. Après, le Volcani, par exemple, l'Institut volcanique, l'Institut de recherche agricole, a développé un robot qui permet l'arrosage automatique des serres. Il est en liaison avec des senseurs dans la terre, des serres, enfin des plantes, etc. Et il va arroser à quel moment, etc. Tout est dirigé. Ils ont, à l'Institut de Volcanie, ils ont un département de robotique spécialisé dans tout ce qui est relatif à l'agriculture, bien sûr. À ce sujet-là. Ils ont, vous vous souvenez qu'il y a eu une anecdote ridicule quand même, lorsque le ministre de l'Agriculture
avait donné au ministre, au président russe l'appareil. Ouais. Bon, c'était ça. C'est complètement absurde. Enfin. Dans l'immobilier, on utilise de plus en plus ça pour la surveillance de la construction, les chantiers, les inspections après les désastres naturels, bien sûr, la surveillance des ponts. C'est très important de savoir. Les lignes électriques, etc. Voilà. Alors, je vais vous montrer un autre film. Bon, vous savez qu'il y avait des tests de livraison de marchandises par drone. On vous a déjà montré ça. Alors c'est en cours ici et ailleurs, mais les Anglais, vous allez voir, vont encore un peu plus loin avec une nouvelle application que vous allez découvrir sur votre smartphone. Ça va peut-être venir en France, on ne sait jamais. Alors c'est sacrément utile quand vous allez voir. Non, quand je vous dis vous allez voir, justement, c'est quand on n'y voit pas suffisamment bien. Mais ce que je viens de vous dire ne suffit pas. Alors voici les explications de Loïc Delamandé, notre correspondant permanent, très éclairé sur ce sujet-là. Bon. Une autre application qui est en train d'être développée en ce moment, a priori beaucoup plus utile celle-là, c'est pour les régions reculées, les régions qui n'ont pas d'éclairage public, tout simplement parce que c'est trop cher ou trop vaste à éclairer, de grandes régions rurales. Eh bien, le but, c'est de les faire éclairer par des drones éclairants que vous pouvez commander directement sur votre smartphone. Alors regardez, c'est en test en ce moment, c'est des images assez étonnantes, il ne faut juste pas avoir peur d'une abduction extraterrestre, comme on dit. Ce ne sont pas des ovnis, ce sont bien des drones. Regardez ce reportage réalisé avec Anto Filippi. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. Le scénario est pourtant bien réel. Il se déroule à Petworth, en Angleterre, là où se trouve l'une des routes les plus dangereuses du pays, mal éclairée et responsable de nombreux accidents. Pour y remédier, une entreprise de drones teste en ce moment des prototypes qu'on croirait presque être des ovnis. Cas concret avec ce conducteur qui va emprunter cette route de campagne dans une région très isolée. Sur son téléphone, il commande en quelques clics ses anges gardiens. Une escadrille de drones décolle et vient se positionner au-dessus de son véhicule. Les drones vont éclairer la route tout au long du trajet, s'arrêter avec lui lors des croisements dangereux, dans un balai aussi étrange que rassurant. Un moyen de compenser l'absence d'éclairage dans ces régions où l'installation de lampadaires serait trop coûteuse sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Cette utilisation de drones éclairants serait disponible aussi bien pour des trajets en voiture que pour un retour à vélo de nuit ou une balade à pied dans des quartiers sombres ou des régions très peu peuplées. Les drones peuvent aussi tout enregistrer par caméra et apporter ainsi une sécurité en cas de mauvaise rencontre. Une fois leur mission terminée, ils rentrent à leur base sur simple commande de l'utilisateur. À l'heure où certaines applications de drones font débat, pour ce professeur de robotique, ce type d'utilisation montre que les petits engins volants peuvent apporter un vrai soutien aux humains. Par exemple, pour aider les pompiers, on peut envoyer un drone par la fenêtre d'un immeuble en flammes pour voir où se situe le foyer de l'incendie, ce qui est crucial pour sauver des vies. Je ne suis pas contre les drones par principe. Il faut juste réfléchir pour éviter qu'on en ait à l'avenir des millions dans le ciel. Les drones éclairants de Petworth sont actuellement en test. Leurs concepteurs espèrent à terme généraliser le concept en démontrant qu'ils sont à la fois plus économiques et plus écologiques que de gaspiller des millions d'heures d'électricité et de lampadaires inutiles. Bien, ça... Bon, vous voulez voir comment on délivre des pizzas? Oui, on a faim. Allez. Google's self-driving cars and Amazon's delivery drone have both been leapfrogged by a pizza company. Sort of. Meet the Domino's Robotic Unit, or Drew, a self-driving pizza delivery drone developed by Domino's Australian division. Drew carried out its first successful pizza delivery on March 8th, and the company's planning further tests. Domino's says the robot can hit speeds of up to 12 miles per hour and autonomously navigate around obstacles. The autonomous driving tech was developed by Marathon, a company that specializes in making self-driving targets for military live-fire exercises. Currently, Drew is only equipped to travel on small roads and footpaths, and its battery life limits it to 12 miles in a single journey. Domino's is also keenly aware a pizza-delivering robot might become a prime target for hungry thieves. Its locked pizza compartment. Ça, c'est pour le faire sourire. Alors, étant à Jérusalem, il fallait que je vous montre ce que certainement vous avez déjà vu, mais il faut le faire. Ce qui s'est passé
Oh non, c'est pas ça, c'est pas bien ça, ce que j'ai fait. Voilà. Magnifique. Voilà. Alors, vous permettrez. J'estime que ce que Echelel a dit, que l'imagination est plus importante que le savoir, c'est vrai. Parce qu'en fait, grâce à l'imagination, vous pouvez faire des choses. Savoir, ok, vous le savez, si vous n'avez pas d'imagination, vous ne pouvez pas utiliser votre cerveau. Je vous remercie. Bon, David, on va dire quelques mots, David, juste une seconde. Je vais juste vous dire combien vous avez été au-delà de ce que nous attendions. Je suis le premier surpris pour avoir suivi un petit peu votre tracé de conférence. Je suis étonné et agréablement surpris et je n'en doutais pas au fond. Alors écoutez, on a l'impression que nous sommes entrés dans un monde futur qui a ouvert les portes en Israël, manifestement. Et ce monde futur, il est là devant nous, avec ces mini-drones, ces serpents qui entrent dans les tunnels et qui observent, avec ces avions que le monde entier nous achète. Nous sommes éblouis. Est-ce qu'il y a une question, tu veux, une question dans la salle? Je vais juste, tout en remerciant Monsieur le docteur David Harari. David, il va y avoir des questions-réponses. Juste que vos questions soient très courtes, de manière à ce que David Harari puisse y répondre aussi d'une manière très courte. Et pour ce faire, notre ami Pierrot Dreyfus, ici présent avec le pull rouge, est un parfait modérateur, donc il aura le rôle très difficile de vous arrêter si vous parlez beaucoup. Je passe la parole à David. Oui, à David et à Pierrot d'abord. Oui, c'est un rôle qui m'est imparti à l'improviste. Je ne sais pas si je vais faire l'affaire, mais enfin j'essaierai. Alors, d'abord Claude, ensuite Yves et ensuite David. Alors, Claude, Yves, David. Très courtement. Évidemment, un compliment très bref à David Harari. Je me permets de vous appeler David parce que je m'appelle aussi David. Non, mais absolument. La question n'est pas là. On a été vraiment éblouis par la question. Et une petite question afin d'économiser ou de prolonger l'énergie, est-ce qu'il est envisageable d'associer la technologie des dirigeables avec les drones, de façon à pouvoir maintenir éventuellement un drone en position pratiquement fixe sur un endroit et faire toutes les observations. Alors, il y a plusieurs technologies, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas tout à fait la technologie des ballons, mais vous avez aujourd'hui maintenant de plus en plus des avions solaires. Voilà. L'un des ils peuvent rester stables. Enfin, la plupart du temps, ils ne restent pas sur place. Ils travaillent en hippodrome. Mais ce n'est pas un problème parce que la caméra peut être toujours sur le même endroit. Elle peut tourner. Donc là, actuellement, il y a déjà un prototype qui a été développé à Netanya par justement des anciens de notre équipe qui, à la retraite, ne savaient pas quoi faire. Ils ont fait un avion. Voilà. Yves. Ouais. Vous n'avez pas parlé des radars. Est-ce que les drones sont plus sensibles aux radars que des avions? Non. Les radars peuvent voir l'avion. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. D'abord, c'est un peu difficile parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. On m'a toujours posé la question, mais on peut le voir. Les radars peuvent découvrir ces avions-là. C'est vrai, on peut les voir. Mais le problème n'est pas là. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on va faire après. C'est-à-dire, d'abord, pour qu'on puisse voir un avion, il vole à peu près à 150-160 km/h. C'est une vitesse faible. Il faut régler le radar pour ces petites vitesses. Donc à ce moment-là, le radar que vous avez, je parle en temps militaire et même en temps de paix de l'autre côté de la frontière. Les radars qu'ils ont là-bas, c'est pour des avions beaucoup plus rapides.
Donc, s'ils vont régler leur radar pour des petits avions, ça sera un peu embêtant parce qu'ils ne pourront pas voir les gros. Ça, c'est le premier point. Le deuxièmement, il y a autre chose. C'est que, c'est vrai, on peut par des missiles abattre des avions. Nous l'avons fait déjà. Vous avez entendu parler de ces choses-là déjà. Le problème de savoir, en temps de guerre, ils ne vont pas le faire parce qu'ils vont se libérer de missiles alors que les avions de combat pourront rentrer. Donc c'est très très complexe. C'est très complexe. On n'a pas peur que l'avion soit détecté. On n'a pas peur de l'avion. Mais je ne peux pas dire qu'il est invisible. Il n'est pas invisible. Il n'est pas invisible. David à David. Je me suis toujours posé, je ne sais pas, dans les films, on voit des images drone, on voit des caméras. On a l'impression que c'est des images prises depuis des appareils fixes, comme des quadricoptères. Oui, parce que la caméra est stabilisée. Et si ça vole à 120 km. Peu importe, la caméra, vous avez une application dans l'avion qu'on appelle Camera Guide. C'est-à-dire, si vous voulez regarder sur un point bien fixe, vous faites l'application et automatiquement, le pilotage automatique, quelle que soit la position de l'avion et de la distance, va garder toujours la visée de la caméra sur le point. Vous n'allez pas vous apercevoir que la visée aura changé, aura tourné à droite, tourné à gauche. C'est informatique, c'est automatique. Si vous voulez. Pardon ? C'est un autofocus. C'est pas seulement autofocus, c'est aussi de direction, de guidage. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Madame. De 27 mètres. Et par contre, une capacité utile de 1000 kilos, d'une tonne. Je ne connais pas du tout quelle est la capacité utile des avions en général, mais ça me paraît assez maigre. Oui, vous avez peut-être raison. Il ne faut pas comparer ça avec un avion de transport. Pourquoi ? Parce que au point de vue essence, il peut rester 40 heures assez loin. Je ne parle pas de l'essence qu'il y a dans l'avion. Il faut pas faire une comparaison avec les avions commerciaux que nous connaissons. C'est totalement différent. Vous ne pouvez pas faire cette comparaison. C'est un avion qui peut transporter 1000 kilos, mais qui peut faire une mission à 4000 km et rester sur zone là-bas 24 heures, 30 heures, enfin, etc. C'est différent. Yoël. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter, au moins limiter les contrefaçons ? Écoutez, je vais vous dire, il n'y a pas de secret technologique dans ça. Tout le monde, même le Hezbollah et même le Hamas, peuvent développer de telles choses. Ils l'ont fait déjà. La seule chose, le secret technologique, c'est la doctrine militaire que nous possédons. Comment utiliser cet appareil-là, comment utiliser l'information, comment l'intégrer et la transmettre à qui de droit, ça c'est le secret technologique. Nous avons mis en Israël à peu près 3 ans pour développer une doctrine militaire opérationnelle au vrai sens du terme. Donc, bon, évidemment, il y a de l'équipement avec une technologie classifiée à l'intérieur, les systèmes de transmission, des choses comme ça. Mais d'une manière générale, mais la plateforme, tout le monde sait le faire. Je vais vous dire encore plus que ça. Assez souvent, avec erreur, et je l'avais dit à Claude, on me présente comme étant l'inventeur des avions sans pilote. Je ne suis pas un inventeur d'avions sans pilote. Les avions sans pilote ont toujours existé. Les frères Wright, qui ont fait le premier vol, avant qu'ils montent dans leur avion, ils avaient fait voler l'avion avec radio-contrôle. Donc tout le monde savait faire. Pendant la Première Guerre mondiale, on a essayé de faire ça. La Deuxième Guerre mondiale, on l'a fait, etc., etc. Donc, c'est pas ça. Le plus important, c'était justement comment prendre cette idée-là et l'intégrer et aussi apporter des solutions opérationnelles. Et ça, c'est Israël. Jackie. Alors, dans le film, on dit que les Palestiniens pensent que nous avons des choses comme ça. Alors, vous croyez, vous, les Palestiniens ?
Je vais vous dire, avec un avion sans pilote, on peut faire ce que vous voulez. Par exemple, lorsqu'on a éliminé le chef Yassine, etc., est-ce que c'était des avions sans pilote qui ont fait ça? À quoi ça sert de savoir si c'est l'avion sans pilote ou bien c'est un hélicoptère? Bonne réponse. Alors, madame. Monsieur a posé la question que je voulais poser. Bien. Edmond. Deux fuselages? Non. Ah, pour la queue, pour tenir l'empennage. Ça, c'est une configuration, on s'est toujours moqué de nous, pourquoi nous avons gardé cette configuration, qui est une très vieille configuration aérodynamique, qui remonte avec l'avion Breguet de Pont français. Et nous avons développé, ça a été le premier avion qui a été développé en Israël, c'est l'Arava, qui avait cette configuration-là, et qui a été étudiée. Pourquoi? Elle a été faite avec les Français. Mais il ne faut pas oublier que l'aérospatiale israélienne, les bases de l'aérospatiale, c'est la France. Je vais vous dire, la France nous a beaucoup aidés. On peut avoir des idées, effectivement, il y a eu l'embargo. Mais 40 ans après, moi je dis merci, monsieur le général de Gaulle, d'avoir mis l'embargo. Parce que sinon, on n'aurait pas eu ça, ce que nous avons eu. Merci les Américains, nous avons obligé d'arrêter le LAVI. Parce que si on avait continué le LAVI, peut-être on n'aurait pas développé tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, etc. etc. Donc, l'empennage, c'est un empennage qui nous permet, quel que soit l'endroit où vous allez changer des charges utiles dans l'avion, d'équilibrer l'avion et de ne pas mettre des poids morts, ce qu'on appelle des poids morts dans un avion, parce que l'avion doit toujours être équilibré. Il est obligé que le centre de gravité soit au centre de l'aile. Et ça vous permet de le faire. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ça vous permet aussi d'avoir en dessous de l'avion c'est plus facile. Si on doit équilibrer un avion parce qu'on a changé, il suffit de rallonger l'empennage, de l'amener un peu plus loin ou de plus court, etc. Donc c'est très modulaire. C'est une configuration très très modulaire qui est très connue. Et vous avez bien fait de remarquer, tous nos avions sont comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Dernière question. Je voulais juste poser une question. En 1967, j'étais en Allemagne, j'avais acheté un appareil Grop. Oui. Et ils avaient ou bien un moteur, ou bien deux moteurs 24, comme ça on peut mettre aussi une caméra. Oui. Pourquoi ils n'ont pas continué? Ça, je ne sais pas. Mais à l'époque, oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Je vais vous dire, je crois qu'ils n'ont pas continué parce qu'ils n'avaient pas de besoin de continuer. S'il n'y avait pas eu la guerre de Kippour, peut-être on n'aurait jamais fait ça. Et malheureusement, en Israël, nous sommes amenés, en fonction de la situation, de circonstances, d'événements, de trouver quelque chose. Sans aucun doute, sans aucun doute. Voilà. J'ai terminé mon travail. Je donne la parole à Claude Salama. Toi, Pierrot, tu sais te libérer facilement, hein, quand même. Oui, nous avons appris que Pierrot et David Harari étaient des amis, des grands amis. Bon, écoutez, comment conclure? Très brièvement, nous sommes émerveillés par votre exposé, par ce que vous avez apporté ce soir, mais par ce que vous avez apporté tout le long de Baruch Hashem, votre vie, Admé Avesrim, pour Israël, et aussi, il faut le dire, parce que c'est la Bnei Brit qui vous reçoit, mais c'est aussi le jeune mouvement culturel francophone Jérusalem que je préside, qui vous reçoit aussi ce soir. Et j'ai été très touché personnellement parce que vous avez dit au début, en disant que cette culture française, elle n'est pas à écarter de la mouvance culturelle israélienne. Elles doivent avancer conjointement. Et je crois que nous étions rencontrés avec Claudie aussi. Elle avait approuvé. Et donc c'est un gros encouragement pour notre travail. En conclusion, comment dire, nous sommes entourés de masses ennemies idéologiquement fanatisées. Savoir que l'intelligence juive est là et trouve des solutions. J'ai été fasciné par votre histoire de ce matériau très complexe à trouver, le germanium, et qu'on a trouvé un sac de supersol. Et ça, c'est Israël.
à savoir le pragmatisme appliqué à outrance. On a toujours su que les Américains étaient les plus pragmatiques du monde. Et vous me dites et j'apprends que non. J'apprends que pas du tout. Ils n'arrivent pas et nous arrivons. Alors en conclusion, merci David, merci Claudie. Il y a une seule chose. Ce que vous avez vu là, je n'étais pas le seul. Il y a énormément. Et il y en avait un que je suis obligé de dire, c'est Charlie Attali, qui s'est prenant les Brachas. Je ne sais pas si vous le connaissez. Charlie Attali est un ingénieur super-héros qui a été le plus jeune français à avoir la Légion d'honneur par le général de Gaulle. C'était le président, c'était le chef du projet de la fusée Diamant qui a lancé le premier satellite français. En 68, Moshe Arens, qui était le directeur du bureau d'études de l'industrie aéronautique, est venu en France le convaincre de faire son MBA pour venir. Et il a été mon patron pendant quelques temps, même assez j'ai eu beaucoup de respect pour lui. Malheureusement, il nous a quittés. Ça fait partie justement de ce noyau de franco-israéliens qui ont fait des choses énormes. Peut-être que ça sera l'occasion d'une autre conférence. Oui, parce que vous ne l'avez pas dit, parler des 300 ingénieurs français que vous avez amenés en Israël. David a convaincu 300 ingénieurs français de talent de faire l'ALIA. En conclusion, voilà. Alors, je passe la parole à notre présidente Jacqueline Rebibaud. Bien, encore une fois, je ne vais pas vous appeler docteur David Harari, surtout pas, mais vraiment un grand merci pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous nous apportez et toutes les connaissances que vous avez. Encore merci. Je voudrais quand même vous signaler que vous avez un excellent buffet qui vous attend au premier étage, comme d'habitude. Et je merci de votre présence et merci de votre exposé.